Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Lipasco. C'est moi, bonjour, bonjour. Qu'on voit une dernière fois avant qu'elle ne parte. Ah non, on va peut-être te voir la semaine prochaine aussi, si tu pars dans 15 jours. La semaine prochaine, Ah oui, la semaine prochaine, c'est bon. Oui, oui, tout à fait. Donc, on va la revoir qu'une fois avant qu'elle ne parte. Un mois en Australie, à la terre des et des wombats. N'oubliez pas les wombats, c'est un style d'animal très sympa. Les wombats, les kangourous, les kuhn, ouais. les kookaburras. Vous avez quand même des animaux qui sont quand même complètement à part, qu'on ne trouve que chez vous. Hein. Exact. Surtout le platypus. Mais non, ouais. pas platypus. Ornithorynque en français. Ornithorynque, oui. Ouais, celui-ci, il est incroyable. Tu sais que je cherchais des vidéos sur cette petite bébête. Il n'y en a pas tant que ça, parce que moi, j'adore regarder des vidéos d'animaux pour voir un peu comment ils fonctionnent et tout. Il n'y en a pas tant que ça. Et la dernière fois, j'ai vu un bébé et il montrait comment il mangeait et tout. Et c'est vraiment bizarre comme animal. Hein. Moi, j'aime bien. Je trouve ça amusant. C'est un mélange de plein de choses, mais c'est vraiment à part. C'est comme un oiseau parce qu'il pousse des œufs, ou bien comme et puis c'est quand même un mammifère. Et justement, quand on a envoyé le premier corps d'un ornithorynque en Angleterre, les scientifiques refusaient de croire que c'était vrai. Ils croyaient que c'était justement des morceaux qu'on avait semés ensemble pour faire une blague. Mais non, c'est vrai, c'est vraiment très étrange. Ouais, c'est fou, c'est très amusant. Donc, on va continuer l'ouvrage de Robert Stone. On va continuer à papoter un peu dessus. En même temps, j'en profiterai parce qu'il y a un élément, je pense, qui peut être sympa. Je ne sais pas si tu l'as lu, ce livre-là. The Good Life. Tu sais, c'est l'étude de Harvard sur le bonheur. Ah bon? Oui, ouais, en fait, ça, ouais. Ils ont fait une étude, ils font encore une étude qui est en continu depuis 80 ans. Donc, ça fait 80 ans qu'ils suivent des personnes depuis leur enfance. Il y en a qui sont morts, ils ont leurs enfants, parfois leurs petits-enfants. Et ça s'est passé à Boston, à côté de Harvard. Hein. Et il y a pas mal d'éléments que je trouve sympas parce que ils reviennent sur des notions psycho qui sont assez basiques, mais qui peut expliquer pourquoi les gens vivent bien, vivent mieux. Toi, tu te souviens qu'on s'était fait la réflexion à la NGH, donc la National Guild of Hypnotists, fait une convention. Et dans cette convention, il y a pas mal de personnes qui commencent à avoir un certain âge. Et on se disait, c'est incroyable, ils ont la pêche. Alors, parfois, ils viennent avec leur déambulateur, mais ils viennent avec leur déambulateur. D'un coup, ils nous font le cours, ils ont une énergie de fou. Puis après, ils restent toute la soirée, même jusqu'à tard, à parler avec tout le monde pendant 3-4 jours avec tout le monde. Et c'est intéressant parce que, en fait, le point clé de cet ouvrage-là, de dire le bonheur, c'est quoi et comment on l'a, et comment développer une bonne santé, c'est la sociabilisation. C'est les rapports sociaux. C'est le rapport qualitatif que tu as avec l'autre. Et donc, c'est un des points clés. C'est-à-dire qu'à un moment, et c'est marrant, et quasiment dès le début, ils te disent, si en gros, on devait résumer tout le bouquin, c'est des relations de qualité nous permettent de vivre heureux et en meilleure santé. Un point, c'est tout. Tu vois. Et après, il nous fait 400 pages dessus. Hein. Mais cette notion, elle est intéressante parce que qu'est-ce qu'on avait remarqué aux conventions, et je pense que c'est pareil quand il y avait les conventions Silva et tout, c'est que les personnes, elles ont tous les ans ou 2 fois par an, parce que parfois il y en a qui font plusieurs conventions, et ils retrouvent des copains. Et ça, tu me l'avais dit, tu avais dit, je retrouve des copains que je vois qu'une fois par an. Il y en a qui se voient donc 2 fois par an ou un petit peu plus, et ça donne un espèce de lien fort, parce qu'il y a des expériences, parce que il suffit que tu aies fait l'ultimate, j'imagine, avec José Silva, tu dis, je viens de passer 10 jours à vivre un truc avec un groupe, etc., plus le soir, tout ce qui peut se passer, plus le fait qu'on soit constamment en transe, et cette notion de réunion, d'intention positive, de qualité quand même dans les relations qu'il y a avec les gens, même si fondamentalement, on ne peut pas aimer tout le monde, mais je pense que la qualité fait qu'on crée des liens qui sont vraiment forts et profonds. Et tu vois, cette notion de dire, tous les ans, il y a une convention, tous les ans, les gens se rejoignent, et ce, parfois depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et ça nourrit
cette notion, en tout cas pour moi, du bon rapport, du rapport sain, de quelque chose d'agréable et qui va motiver beaucoup de personnes parce qu'on sait que plus les personnes prennent de l'âge, plus parfois ils peuvent manquer d'objectifs. Et bien là, ça redonne un objectif de ah bah il faut que je sois en forme, je vais voir les copains, on va rigoler, etc. Alors comme tu dis, après il y a le temps qui passe et il y a des copains qui partent parce que bah la vie est la vie. Mais je trouve que cette notion-là, elle était très intéressante pour aussi expliquer pourquoi les conventions, pourquoi les réunions entre les anciens potes de lycée, les anciens. Il n'y a pas trop ça en France, mais je sais que dans les pays anglo-saxons, ils aiment bien avoir tout ce principe des anciens élèves qui se rencontrent, etc. Cette sociabilisation-là, elle est vraiment hyper intéressante et elle peut vraiment apporter beaucoup. Et je me dis, et c'est une question là que je vais te poser, mais dans la méthode Silva, vous avez beaucoup, vous, entre instructeurs, vous avez des liens qui sont quand même assez forts. Est-ce que tu penses que c'est... on enlève tout rapport politique, hein, on s'en fout de la politique à ce moment-là, on parle vraiment de rapport humain à humain, sans attendre de quoi que ce soit. Est-ce que tu crois que c'est parce que vous avez passé, est-ce que tu penses que ce que vous avez vécu en expérience commune, notamment quand José était vivant et notamment avec tous les séminaires, tous les stages, les ultimates et tout, ou les fois où vous allez en convention à Laredo pendant 10 jours, 15 jours, est-ce que tu as l'impression que c'est ça qui a créé du lien, qui a créé un rapport qui est fort entre vous tous et qui fait que 20, 30 ans, 40 ans après, vous soyez encore amis? Absolument, oui, oui. Alors, ça semble bizarre que ce sont des gens qu'on voit une fois par an, par exemple. Mais l'idée de convention, quand même, regarde la convention hypnose moderne. Ouais. Là, j'ai rencontré des nouveaux hypnotiseurs que je n'ai jamais rencontrés auparavant et déjà, j'ai hâte d'aller voir la semaine prochaine pour renouveler les contacts, etc. Donc, je trouve, oui, mais dans les conventions, il y a plus que la sociabilité quand même. Parce que sinon, ça aurait pu être un club où on joue des cartes. Bien sûr, bien sûr. C'est aussi cette passion de continuer à découvrir des choses et de partager des informations. Donc, en fait, ça lie l'apprentissage avec la sociabilité. Et je crois que les deux choses, justement, sont importantes pour la bonne santé, le bonheur, on dit longévité en français. Longévité, ouais. Longévité, ok. Donc, voilà, on combine en fait plusieurs choses là. Ouais, mais effectivement, je pense quoi. Toi, en lisant ça, je me disais tiens, c'est intéressant parce que où sont les groupes où on voit des anciens en bonne santé ou qui ont la pêche ou qui ont envie d'avoir la pêche. On le voit beaucoup dans ce type de convention où tu dis ouais, dis-moi. Oui, mais aussi pendant le confinement, le lockdown, beaucoup de gens ont développé les problèmes mentaux parce qu'ils n'avaient plus le contact social. Et aujourd'hui, en Angleterre, on est toujours en train d'essayer de réparer l'effet sur les jeunes de toutes ces périodes de confinement parce qu'on a toujours des nombres beaucoup plus exagérés qu'auparavant. Et là, c'est directement dû à la sociabilité. Ils n'avaient plus de contact social. Bah, c'est un des problèmes. Alors là, ils n'en ont pas encore parlé dans le bouquin. En tout cas, tu vois, j'en suis au premier quart. Ils n'en ont pas encore parlé, mais j'espère qu'il va y avoir un chapitre sur ça parce que je pense que un des éléments qui parfois peut être un peu problématique dans le rapport virtuel, c'est qu'il reste trop virtuel. Tu vois, vaut mieux parfois, je pense, une semaine avec des copains que tu revois une fois par an, parfois que une fois par mois online. Parce que le online, même si maintenant on peut dire la vidéo est claire, on entend bien, on a l'impression d'avoir une connexion, on est quand même, humainement parlant, déconnecté de l'autre. On a, plein de stimulus, on utilise nos sens, mais il n'y a pas ce contact. Ce que dans la méthode pour les instructeurs, on dit créer le rapport, mettez un rapport entre vous et vos élèves. Pourquoi José, et on revient à ce que tu nous expliquais, préférait que les cours soient à chaque fois lus plutôt qu'ils ne soient enregistrés sur des audios, même si aujourd'hui c'est fait, ça se fait, on voit que ça ne pose pas de problème. Mais factuellement, pour José à l'époque, ce que tu nous expliquais, il y avait autre chose que simplement le discours. Il y a ce que nous, en tant qu'hypno, on pourrait dire le rapport, l'élément qui va créer une espèce d'émotion, de sensation, de connexion au groupe avec lequel on va enseigner la méthode, on va partager la méthode ou partager tout autre discours, mais là on reste sur la méthode Silva. Et cette notion-là, je pense que même si je suis
je suis pro, moi, complètement, comme ça, truc online, tu vois, c'est cool, tu es au UK, je suis en France, on peut se faire toutes les semaines un meeting, c'est extraordinaire. Tu peux donner tes cours en ligne sans te dire, bon, bah, il faut que je retourne encore à Paris, puis après, il faut que j'aille en Belgique, puis il faut que j'aille en Suisse. Quand tu le fais, tu sais que ça fait un enchaînement qui est énergivore, etc. Le online te fait dire, bon, je me lève le matin, je fais mon petit truc, je me mets en off le soir, je dors tranquillement chez moi, etc. Mais je pense que dans le rapport à l'autre, il peut manquer quelque chose. Et si on reprend un peu l'idée de Silva, c'est peut-être cette énergie globale, l'interaction qu'on va avoir dans le fait de voir l'autre, dans son mouvement, dans sa présence, juste la présence. Est-ce que, j'imagine que tu as vu la différence et c'est cool parce que là maintenant, tu as quoi? Tu as 3 ou 4 années d'expertise avec Zoom et faire les cours en ligne. Quelle grande différence, toi, tu as ressenti, là c'est purement subjectif, ce que je te demande, ressenti dans les cours entre les moments où tu le donnes en face à face, en réel, et le online, le virtuel? Quelle grosse différence, toi, en tant qu'enseignante, tu ressens par rapport à ce partage? En fait, je suis bien placée pour donner l'opinion sur ça parce que je viens d'avoir une expérience aux États-Unis où j'ai rencontré pour la première fois physiquement les gens que j'ai connus, que je sentais, je connaissais, que je sentais, mais que j'avais uniquement contacté par Zoom. Et là, waouh, ben, c'était autre chose. Mais c'est difficile à dire, mais on est vraiment dans on dit présentiel, mais dans la présence de quelqu'un. Pendant que là, quand c'est un écran, à tout moment, ils peuvent disparaître. Tu vois, bon, tu vois le visage, mais tu n'as pas tous les autres, tu entends, tu n'as pas tous les autres sens, OK? Et je suis persuadée qu'on capte l'énergie des autres quand même. Si physiquement, on sent la chaleur, OK? C'est vrai que ça, c'est mesurable. On peut capter la chaleur humaine physiquement avec nos sens, mais à part tout ça, on sent vraiment la chaleur humaine dans la présence des gens. Et puis, bientôt, je vais aller en Australie. Alors là, je vois mes sœurs probablement une fois toutes les 3-4 semaines par Zoom. Et j'apprécie beaucoup. C'est beaucoup plus facile qu'aller en Australie. Mais ça ne remplace pas. Et depuis le COVID, le prix d'y aller a monté, c'est plus que double. Double. Non. Ah ouais? Les avions, les taxis, alors c'est incroyable. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine? J'ai réfléchi pendant 2 ou 3 minutes. J'ai dit oui, que oui, parce que c'est autre chose. Et en plus, bien sûr, c'est le paysage, c'est le pays aussi. Mais la présence physique des gens, je crois que c'est ça qui fait vraiment cette idée de bien-être, appartenance, tout ce qui fait justement the good life. Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, c'est là où je trouve que c'est intéressant d'en prendre conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait dire, non, mais tu n'es pas déconnecté. Alors, tu vois, je vais faire une différence entre être en présence avec quelqu'un et être connecté avec quelqu'un. Aujourd'hui, tu es tout le temps connecté, voire surconnecté aux gens. Par contre, tu n'es plus en rapport. Tu peux envoyer 17 messages sur WhatsApp, sur Telegram, qu'importe. Tu peux faire des Zooms, tu peux faire ce que tu veux. Et pourtant, il y a cette notion où ça manque de présence. Ça manque. Et aujourd'hui, je lisais des stats avec les États-Unis. Je crois qu'une personne sur 5 ou sur 4 se considère comme trop seule. T'imagines ? Un quart de la population potentiellement, ou même on va dire un peu moins, on va dire 10% de la population peut se sentir profondément, un quart, 25%, ou on va dire 15%, peut se sentir profondément seul. Alors que, ok, il y en a qui sont vraiment seuls, mais tu peux aller sur des groupes, tu peux échanger. Aujourd'hui, on a cette ouverture et ce potentiel-là, et pourtant, tu as cette sensation de solitude. Et je pense que, tu vois, le mot sensation, le rapport et le retour au corps, au sens. Oui, on peut se dire, je suis connecté au monde entier et pour autant avoir la sensation. On peut même avoir, et on le sait très bien, la sensation de solitude, même quand on est avec du monde. On peut être avec du monde et nos sens, on est tellement enfermé dans notre monde, dans nos problèmes, dans nos stress, si on prend la notion purement associée à la méthode. On est tellement stressé qu'il n'y a plus le sens vis-à-vis de l'autre et sa présence n'existe plus. On n'est que en sensation d'isolement, de solitude, de souffrance, de stress, etc. Ce qui nous empêche d'avoir ce rapport-là. Mais on se rend vraiment compte que
cette notion de je suis connecté ne veut pas dire que je suis en présence de quelqu'un. Et si je ne suis pas en présence, je ne suis pas dans le rapport et je ne suis pas dans cette expérience que je peux partager et ressentir. Voilà, c'est très subjectif parce que tu vois, je suis parfois en train de me demander si on reprend vraiment sur la méthode Silva. Il y a le monde objectif, il y a le monde subjectif. Potentiellement, on pourrait se dire que le virtuel, c'est le monde objectif. On va être dans le monde de l'interaction. Et pour autant, il peut donner beaucoup l'impression d'être dans le monde subjectif. Tu sais, avec cette notion où je peux écrire plein de commentaires partout, je peux être haineux avec les gens ou adorable, qu'importe comment je vais être. Je peux être un troll, tu sais, raconter des bêtises sur Internet à longueur de temps, ou je peux être la personne la plus qui partage le plus grand nombre d'informations géniales. Pour autant, est-ce que je suis vraiment dans le monde objectif? Ou est-ce que je ne suis pas entre mon monde objectif réel, commun de sensations, et mon monde subjectif? On parle quand même du monde virtuel. Alors, si on reprend Silva, on le placerait où? On le placerait en objectif ou en subjectif, sachant que le subjectif, ça se passe là, et que logiquement, on crée une réalité dans le réel. Sauf que maintenant, on crée une réalité dans le virtuel. Comment tu placerais ça? Tu vois, si on se pose cette question-là, est-ce que Internet, quand on est en interaction, alors peut-être moins quand on est sur des Zooms et autres, mais quand je fais des commentaires, quand je vais sur un groupe Facebook, ou quand je vais sur mon groupe WhatsApp ou n'importe quoi, est-ce que je suis dans le réel, dans l'objectif, ou est-ce que je suis dans une forme de subjectif? Comment tu placerais, toi, sur ce questionnement-là? Ça, c'est un vrai paradoxe, hein, parce que là, par exemple, je te vois avec mes sens physiques, je te vois de façon très claire, je t'entends, on discute ensemble, etc. Mais est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une réalité virtuelle? Toi, tu es réel. C'est simplement que moi, je ne vois pas toi. Je vois une représentation de toi. Donc, je ne dirais pas que c'est ou objectif ou subjectif, mais c'est une sorte d'interface entre les deux. Mais si on a vraiment besoin de l'un ou l'autre, ça ne remplit pas tous les besoins, si tu veux. Mais écoute, je ne dévalorise pas. Hein. Moi, je suis hyper reconnaissante à toutes ces possibilités, justement, qu'on peut maintenir toutes ces activités par Zoom. Mais c'est vrai que je ne te vois pas réellement. Je vois une image de toi qui est reproduite à travers des centaines de kilomètres. Et voilà. Et si toi ou moi, on a une coupure d'électricité ou de Wi-Fi, bon, tu n'es plus là. Okay? Donc, dans ce sens-là, tu n'es pas objectif. Mais tu es quand même là. Et réellement, quelque part, c'est simplement que je dois te voir avec une image virtuelle. Alors, c'est compliqué. Hein? Ouais, c'est compliqué, mais tu vois, là encore, à la limite, on pourrait se dire, mon interaction est réelle avec toi. Bon, elle se coupe d'un coup, on pourrait se dire, même dans la réalité, la personne part, il n'y a plus d'interaction. Donc, à la limite, tu vois, ces interactions type Zoom, on pourrait se dire que ça ramène à l'objectif. Ce qui devient complexe, je trouve que c'est plus les messages. Les messages que tu vas laisser sur un commentaire X ou Y, ou même quelque chose que tu vas écrire et que tu vas laisser sur Internet. Tu ne sais jamais si ce que tu as écrit sera lu ou pas lu. Si ce n'est pas lu, est-ce que c'est objectif ou pas? Imagine, tu mets un commentaire, mais ton commentaire n'est jamais lu. La réalité, c'est est-ce qu'il est réel ou pas, vu que personne ne considère qu'il est réel, vu que c'est simplement une verbalisation, entre guillemets, de ce qui vient de se passer dans ta tête. Et là, tu vois, on se retrouve dans le paradoxe de la méthode. Notre idée, c'est dans mon monde subjectif, je vais créer l'ensemble des éléments pour pouvoir aller vers l'action. Je vais pouvoir y développer mes attentes, mes croyances, pour aller vers quelque chose de vraiment concret et à attendre le résultat. Mais si j'envoie quelque chose sur Internet, donc dans l'absolu, je suis du subjectif, j'ai construit mon plan, j'écris mon mail, par exemple, ou mon commentaire, et que je l'envoie et qu'il n'y a jamais rien ni personne qui le voit. Genre parce que tu as une petite chaîne ou que ton commentaire a disparu, ou en tout cas n'est jamais vu. Est-ce qu'on est rentré dans l'objectif ou est-ce qu'on reste dans le subjectif du plan que tu as en tête? Mais encore plus dans le subjectif. Ces gens qui passent des heures dans des jeux vidéo, qui ont un avatar. Alors, personne ne les connaît qu'à travers leur avatar. Et ça, c'est complètement... Bon, ça, c'est complètement subjectif, mais c'est représenté objectivement. Exactement.
Il y a vraiment, toi, c'est intéressant pour nous en Silva, vu que c'est quand même quelque chose qu'on utilise beaucoup. Notre monde intérieur, notre monde subjectif va avoir un impact sur le monde objectif. Exact. L'idée pour nous est de garder ça et de se dire, si l'interaction que j'ai online avec quelqu'un est potentiellement créateur, comme par exemple ce qu'on est en train de faire, un échange, ou moi par exemple, tu sais que je reçois beaucoup online, je vais avoir beaucoup d'interactions et je peux me dire que ce que j'ai créé en subjectif va donner quelque chose d'objectif sur la personne. Par contre, si ça n'apporte rien ni à moi ni au monde dans lequel je suis, hormis une expression X, alors à ce moment-là, est-ce que on n'est pas forcément dans de l'objectif, on reste dans quelque chose d'assez subjectif et en plus non réel parce que, comme tu viens de le dire, un avatar est virtuel. Mais c'est intéressant parce que tout ce monde dans lequel on virtualise les choses, la réalité virtuelle, tu vois, ce paradoxe au niveau sémantique, il est quand même très compliqué, va vachement changer notre rapport au réel. Et pour autant, on a besoin de ce réel concret, réel, entre guillemets, pas le réel virtuel, et le réel concret est plus important. Après, si on n'a pas de réel concret, il y a le réel virtuel qui peut compenser, mais qui ne remplacera jamais, il compensera. Et puis après, il y a le non réel, donc le subjectif, où parfois on est seul dans notre subjectif, et là, ça peut être un peu parfois triste pour certains. Mais c'est quelque chose qui est toujours beaucoup respecté dans la méthode Silva et avec José Silva, que tout ce qui est subjectif est justement pour soutenir le monde objectif. C'est pas jamais pour remplacer. Par exemple, quelquefois, quand j'enseigne le laboratoire, je deviens un peu excitée avec toutes les possibilités et tout. Et ça doit être un lieu où tu te sens super, tu peux tout faire, etc. Mais finalement, le laboratoire n'est pas une évasion de la vie réelle. Hein? C'est pour soutenir la vie réelle, c'est pour rapporter des choses dans la vie réelle, pour avoir une meilleure vie quotidienne avec les réelles personnes autour de nous. Voilà. Donc, ça, je trouve que c'est bien équilibré, comme ça, c'est bien stable. Là, tu soulignes un truc qui est intéressant parce que on reprend la méditation dynamique, donc n'oubliez pas, l'idée est pour vous habitués de la méthode de au moins faire une fois, 2 fois, 3 fois, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Okay, un des points qui parfois peut se passer, et on le voit pas forcément dans la méthode Silva, mais je le vois en auto-hypnose, je le vois dans méditation de façon générale, il y a des personnes qui font leur méditation pour échapper au monde. Je ne dis pas pour déstresser ou revenir dans un rapport plus équilibré avec soi-même, c'est juste pour mettre au loin le réel. Alors, c'est là où on voit la différence très marquante avec la méthode, où pour José, son idée, c'est tu vas dans ta méditation pour un objectif donné et pour que ça soit exploitable dans ton quotidien. Quand tu diminues ton stress, tu sais que quand tu sortiras de ta méditation, tu vas revenir sur un élément où, avec toi-même et le monde, tu seras moins stressé, donc possiblement plus actif ou plus apte à avoir une décision, etc., etc. Par contre, si c'est juste de la fuite, là, on s'écarte de la méthode. Oui, comme tu dis, je trouve que le laboratoire, c'est un bel exemple. Tu peux imaginer tout ce que tu veux. Tu peux imaginer dans ton laboratoire qu'il y a je sais pas, un bois magnifique et tu vas dedans. Mais si tu vas juste pour te balader, sans avoir l'intention de dire je me balade pour déstresser, relâcher, etc., tu es en évasion, tu es en fuite. Et la fuite, c'est pas du tout la recherche de la méthode. C'est pas juste une méthode pour te... Alors, le mot que je vais vous dire va en contradiction, mais pour juste... on va simplement dire pour passer du temps. Si tu y vas pour te relaxer, il faut que tu y ailles avec l'intention de te relaxer, mais pas en disant peut-être que je vais me relaxer. La nuance, elle est importante. C'est pas je me balade pour me balader et peut-être je vais me relâcher, c'est j'y vais parce que mon objectif est de ramener dans le monde objectif un corps et un esprit qui est plus apaisé. Oui. Et ça, je trouve que c'est une spécificité parce que tu as plein de méditations où tu peux te perdre dedans. Tu vois, la grosse classique, j'imagine simplement que mes pensées sont des nuages. Mes nuages, ces pensées deviennent des nuages. Ces nuages, je les laisse passer. Et dès que j'ai quelque chose qui arrive, je regarde et je laisse simplement passer. Mais il n'y a d'autre intention que de méditer, de laisser passer ses pensées. Mais il n'y a pas d'intention de te dire, je rentre dans un état. Je suis juste dans une intention de me dire, je laisse passer mes pensées. C'est pas la même chose que la méthode qui va se dire j'ai un objectif défini à un moment donné et je fais ma méditation là-dedans. En fait, c'est le contraire de la méditation dynamique.
Exactement. Bah, Oui. et c'est pour ça que c'est très marquant la notion méditation dynamique est réellement quelque chose de proactif dans un objectif. On est toujours dans un objectif dans la méthode Silva, vu qu'à un moment donné, on veut obtenir du résultat, quelque part. Que ce soit à minima, moins de stress. Donc ça, c'est un des facteurs qui est déterminant. Du coup, ça fait déjà une demi-heure. Du coup, on n'a toujours pas parlé du bouquin, mais c'est pas grave. On a eu un autre bouquin qui a l'air Oui, on a juste. Mais attends, imagine si après on doit parler de ce gros bouquin-là, alors que ce petit bouquin-là, ça fait déjà 4 semaines qu'on est dessus et on n'est même pas à la moitié. Ça promet, donc c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à partager vos points de vue là par rapport à ce qu'on vient d'échanger avec Lee. Aussi comment vous vous situez par rapport aux méditations. Est-ce que ça vous arrive de faire des méditations qui justement sont non dynamiques, donc plutôt passives ou plutôt comment on pourrait dire d'observation? C'est cette notion un petit peu narrative où on se laisse aller par la narration du cerveau plutôt que orienté. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans ce qu'avait dit Robert la semaine dernière, on en avait parlé, il estimait que l'hypnose avait cette problématique parfois de ne pas laisser le sujet être libre d'orienter sa pensée, d'orienter là où il va diriger son intention. Or, si on regarde dans ce qui est méditation qui n'est pas dynamique, donc plutôt passive ou au type de méditation, quand on laisse son esprit aller, ben en fait, c'est ne plus l'idée, c'est ne plus guider notre esprit. Et dès lors, ben on rentre indirectement dans ce que Robert dit qu'il faut éviter de faire parce que c'est trop un processus hypnotique, on est passif, alors que volontairement, José souhaitait qu'on reste dans de l'actif. Et je pense que ça peut être intéressant pour les gens de bien comprendre la différence entre les deux modèles de méditation. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce principe-là? Non, pas tout de suite. Je crois que tu as bien défini, oui. Ok. Donc, si vous avez déjà des questions sur ces sujets, vous n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. À très vite. Merci Lee. Et nous, on est là dans 2 minutes et vous, dans 48 heures. Salut!